Bonjour tout le monde, rebonjour pour ceux qui sont là depuis ce matin. Eh bien, c'est encore moi, puisque j'aurai l'honneur de me présenter avec Fabien cette nouvelle conférence. Et sinon, vous retrouverez mes collègues sur les autres conférences. Pour cette nouvelle conférence, on va parler des 7 étapes pour booster son activité de freelance et de consultant. Je sais que depuis ce matin, il y en a pas mal d'entre vous qui ont ce projet ou qui sont déjà lancés comme freelance ou comme consultant. Fabien va pouvoir vous donner des clés pour développer votre activité au mieux. Pour ceux qui nous rejoignent uniquement pour cette conférence et qui n'étaient pas là ce matin, sachez que vous recevrez le support de la présentation dès demain par mail. Donc, checkez bien vos spams. Vous recevrez également le replay vidéo dès la semaine prochaine. Donc, pas besoin de prendre des notes, etc. Tout vous sera bien envoyé. Et puis, si pour maximiser les échanges et que ça soit le plus interactif possible, n'hésitez pas à poser vos questions à Fabien dans la rubrique Q&R, donc questions et réponses. Je sélectionnerai les questions et je pourrai les donner à l'oral à Fabien en fin de conférence. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, sinon, je serai là pour aussi partager dans le chat des liens utiles, etc. Donc voilà, je te passe la main, Fabien, à toi. Merci Juliette. Je prends la main et donc je vais, conformément à ce que vous a dit Juliette, vous parler de booster votre activité. Donc booster votre activité, je pense que la promesse est alléchante et ça doit expliquer votre présence aujourd'hui. Et nous, on va essayer d'être à la hauteur de cette promesse. Donc on va notamment évoquer 7 points clés qu'on a identifiés comme des sujets sur lesquels on pense que vous avez intérêt à travailler pour optimiser votre activité de freelance. Mais avant de vous présenter ces 7 sujets, j'ai à vous parler un petit peu de moi, mais je vais faire très vite. Donc, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait à peu près toute ma carrière, malgré ça, dans des fonctions commerciales. Donc, j'ai été ingénieur d'affaires chez IBM, ensuite manager des ventes, toujours chez IBM. J'ai eu ensuite une expérience de directeur commercial et du marketing chez un partenaire commercial d'IBM qui s'appelle DFI. Donc, un partenaire commercial, c'est quelqu'un qui revend l'offre du constructeur et qui revend l'offre éventuellement d'autres constructeurs aussi, ce qui était le cas. Et puis, j'ai été ensuite directeur général adjoint, délégué au commerce et au marketing d'une société qui s'appelle Econocom, qui est une grosse ESN franco-belge. On peut dire une grosse ESN, puisqu'il fait à peu près 15 000 personnes et plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Euh, Après cette carrière chez IBM, donc j'ai en 2010, chez IBM et ailleurs, j'ai rencontré en 2010 Mathieu, qui m'a demandé à l'époque si je pouvais l'aider dans son projet qui s'appelait Créatif, qui est toujours créatif, et qui à l'époque était un projet qui aujourd'hui est on peut le dire, une belle réussite. Donc j'ai accompagné Mathieu depuis le début quasiment, et j'ai continué dans ma relation avec Créatif à être consultant et formateur sur des sujets principalement de vente au sens large, c'est-à-dire de relations clients, de vente à proprement parler, de prise de parole en public, notamment dans le cadre de pitch. Voilà pour qui je suis. Si vous avez des questions sur Fabien Marbeau, n'hésitez pas à les poser à Juliette. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin. C'est le sujet que je connais le mieux. Euh, Leader de la formation des entrepreneurs. Donc là, vous avez compris, je vous parle de créatif. Donc, leader de la formation des entrepreneurs, c'est quelque chose qui fait plaisir à dire. Créé en 2010, donc ça va faire 15 ans que Créatif existe et 15 ans que j'accompagne Créatif. 25 000 entrepreneurs formés depuis 2010. Ça fait du monde et le rythme ne cesse de s'accélérer. On a des formations qui sont très variées, c'est-à-dire qu'on adresse beaucoup de problématiques de formation. La plupart des problématiques que peuvent rencontrer des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs font partie des sujets qu'on traite pendant nos formations. Et nos formations, elles peuvent aller de 3 heures à 12 mois. Donc, normalement, on en a un peu pour tout le monde. Ce qui fait que d'ailleurs, on peut proposer à peu près à tous les clients qui nous sollicitent des offres qui sont à la fois adaptées à leurs attentes et à leurs besoins. On intervient partout en France, mais réellement, y compris en France, hors France métropolitaine. J'ai déjà eu dans des formations des gens qui venaient de Guyane, de la Réunion, de la Martinique.
Malgré le décalage horaire, ça fonctionne. Euh, nos formations, et ça c'est un point qui est important, dans 99% des cas, sont pris en charge euh, pour les actifs français. Donc 99% des actifs en France peuvent faire prendre en charge leur formation chez Créatif. Et 100% de nos formations sont proposées par des entrepreneurs. Pardon, je vais un peu vite. Donc, on rentre un peu dans le vif du sujet. 7 étapes pour booster son activité de freelance. En fait, on parle d'étapes. Il faut bien avoir conscience que c'est des étapes, certes, mais on n'y passe pas une seule fois. C'est le principe de l'entrepreneuriat en général, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand on travaille sur un sujet, on pose les bases et ensuite, on y revient régulièrement, soit pour l'améliorer, soit pour l'adapter. Donc là, ce qu'on va évoquer, donc c'est les 7 points clés qui feront que si vous les travaillez bien, vous aurez de la performance dans votre activité de freelance. Le premier point qu'on va évoquer, c'est votre marché. Alors, c'est un peu j'allais dire, la pierre angulaire de votre dispositif. C'est un peu ça, c'est prioritaire. Si on sait bien à qui on s'adresse, en général, on est plus performant. Donc, il ne faut pas passer cette étape. Je pense même qu'on devrait commencer à se poser la question de son marché avant de concevoir son offre, parce que les deux sujets fonctionnent en parallèle. En fonction de à qui vous vous adressez, vous allez adapter votre offre pour la rendre d'autant plus sexy. Et donc, c'est peut-être d'abord celui à qui on vend qui devrait nous intéresser avant ce qu'on a à lui vendre. Deuxième point qu'on va évoquer, parce que c'est un sujet qui est important, c'est l'argent. L'argent, ça compte, mais aussi l'argent, ça peut être un sujet gênant. Et nous, ce qu'on constate chez Créactif, c'est que nos entrepreneurs sont souvent embarrassés quand il s'agit de donner un prix à leurs prestations, et ils sont d'autant plus embarrassés de donner un prix à leurs prestations que leurs prestations, c'est eux-mêmes. Et c'est le cas dans freelance. Donc, puisque il va falloir évoquer ce sujet, je vous propose qu'on le travaille, non pas une bonne fois pour toutes, parce que, comme je vous l'ai dit avant, rien n'est travaillé une bonne fois pour toutes. Il faudra probablement l'adapter en fonction des évolutions de votre marché et de vos offres. Mais regardez comment on construit un prix pour pouvoir ensuite être à l'aise avec ce prix et savoir le défendre. Ensuite, on verra comment on fait pour, une fois qu'on a défini une offre, choisi un marché et construit pour ce marché un bon prix, un prix attractif pour ce marché, c'est-à-dire qui lui convient, il faudra se poser la question de comment on le fait savoir. Parce que si vous vous contentez de travailler avec votre environnement habituel, avec votre réseau physique, je pense que vous allez toucher pas suffisamment de monde pour adresser les gens qui font partie de votre cible privilégiée. Donc, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est de regarder comment on fait pour avoir une présence en ligne, donc la présence en ligne, le site web, les réseaux sociaux en particulier, qui vous permet de toucher un maximum de gens, parce que ce type de canaux, ils sont quand même relativement massifs, c'est quasiment l'équivalent de la pub à la télé, et donc il faut être présent pour avoir un levier d'action qui soit très important. Donc, on verra quels sont les points importants à prendre en compte. Ensuite, on verra comment on développe son réseau professionnel. En fait, quand on parlait de sa présence en ligne, on parlait essentiellement de comment on va adresser finalement son marché. Mais pour vous, ce qui compte, c'est vos clients, bien entendu, parce que c'est eux qui vous permettent de faire du chiffre d'affaires. Mais vous avez intérêt à vous intéresser aussi à votre écosystème. Votre écosystème, c'est tous les gens qui travaillent dans votre environnement, donc les experts de votre domaine, actuellement mes clients de votre domaine, bien sûr, mais surtout les autres freelances qui travaillent avec vous, qui font le même métier que vous, mais également les autres freelances qui ne font pas forcément le même métier que vous, mais qui sont face aux mêmes clients que vous. Vous avez intérêt à avoir une relation avec tous ces gens, notamment pour essayer de générer des collaborations, soit parce qu'on vous les proposera, soit parce que vous les proposerez, et avec une image favorable, on aura envie de les accepter. On parlera de comment on peut améliorer continuellement ses compétences. C'est un sujet qu'on va prendre en compte soi-même quand on est freelance. Quand on est salarié, on a souvent un ou une RH préférée qui vient vous voir et qui vous propose un plan de formation. Quand on est freelance, on choisit, et ça c'est plutôt un luxe, les compétences qu'on veut développer, mais il faut essayer de les choisir de manière la plus pertinente possible, c'est-à-dire plutôt développer des compétences qui vous aident à être plus performant avec vos clients ou qui vous aident à mieux gérer en interne, c'est-à-dire les fonctions comptables, administratives et commerciales, qui ne sont pas forcément le cœur de votre métier. Mais néanmoins, il faut savoir le faire. Ensuite, on parlera de sixième point, de promouvoir son activité sur les plateformes. Vous savez peut-être que pour les freelances, il existe un certain nombre de plateformes qui mettent en relation des clients et des professionnels freelance. Si vous décidez d'utiliser ces plateformes, il faut essayer de bien les utiliser. Et donc, on verra comment on utilise bien ces plateformes. Dernier point qu'on va évoquer ensemble, l'optimisation de sa gestion de projet et de son organisation. Pourquoi il faut être optimal dans la gestion de projet? Parce que d'abord, c'est quelque chose qui est visible
par vos clients. Et donc, si vous avez des méthodes qui ne sont pas très professionnelles, pas très efficaces ou qui ne font pas très sérieuses, ça ne vous donnera pas une bonne image vis-à-vis de vos clients. Vous avez intérêt, ne serait-ce que pour ça, à avoir des méthodes de gestion de projet qui soient, dont vous êtes fiers. En plus, quand on gère bien ses projets, par ailleurs, on gère bien son organisation, ça permet de dégager du temps, de gagner du temps. Et ce temps, vous pourrez le consacrer soit à produire plus, donc à gagner plus, à avoir plus de revenus, ou alors vous pourrez le consacrer à vous-même. Et à mon avis, c'est une bonne manière de consommer son temps. Commençons par le début, bien définir son marché cible. Donc, bien définir son marché cible, c'est d'une certaine manière identifier ses clients idéaux. En tout cas, c'est la proposition qu'on vous fait. Je propose de prendre un petit peu de recul et de vous poser la question, pour bien vendre un produit ou un service à un client, est-ce que c'est plus important de bien connaître son produit ou son service ou est-ce que c'est plus important de bien connaître son client? Alors, évidemment, il faut bien connaître son offre, son produit, son service. Mais moi, ma conviction, c'est que pour bien vendre un produit ou un service à un client, en l'occurrence un service, il faut surtout bien connaître le client. J'ai aucun doute que chacun d'entre vous connaît son offre, est capable d'en parler. Cependant, ce que je constate, c'est que les freelances, comme les entrepreneurs en général, ont tendance, quand ils choisissent de parler de leur offre, à choisir un discours très général. Ils choisissent un discours très général. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont envie de parler à tout le monde, de n'exclure personne. Parce qu'en fait, l'intention est bonne, hein. Ils se disent que s'ils n'excluent personne et qu'ils parlent à tout le monde, ils ont plus de chances de rencontrer un client intéressé par leur offre. Sauf que quand ils font ça, ça veut dire que d'une certaine manière, ils comptent sur la chance. Moi, ma position, c'est que pour convaincre un public, plutôt que de parler à tout le monde en même temps, j'ai plutôt intérêt à isoler des groupes dans mon public et à parler à ces groupes de choses qui les concernent, c'est-à-dire prendre en compte la situation particulière de chacun des groupes de mon public, quelles sont leurs envies, leurs besoins, leurs intérêts, leurs peurs, leurs valeurs éventuellement, leurs problèmes. Et j'ai plutôt intérêt à évoquer ces sujets-là qui font partie de leurs préoccupations. Et parce que je traite de points qui font partie de leurs préoccupations, spontanément, je vais capter leur attention et je vais pouvoir du coup leur passer des messages pour les convaincre. Donc, moi, mon avis, c'est que plutôt que de parler à tout le monde en même temps et d'une certaine manière de n'intéresser personne, je vais plutôt isoler des groupes dans mon public et leur parler de choses qui les intéressent chacun. Votre public à vous, c'est votre marché. C'est-à-dire que vous avez identifié un marché, l'ensemble des clients qui sont susceptibles d'avoir besoin de votre offre, et vous allez faire des groupes de clients qui sont susceptibles de travailler avec vous. Et pour choisir ces groupes, comment on va faire? On ne va pas se compliquer la vie. Quand on peut faire simple, pourquoi faire compliqué? On va essayer de choisir les groupes de clients, les types de clients qui ont le plus de chances de travailler avec vous. Et ceux qui ont le plus de chances de travailler avec vous, c'est ceux qui bénéficient le plus de votre offre. Donc, je vais me poser la question, quels sont les clients qui bénéficient le plus de mon offre? Il y a ceux qui ont conscience qu'ils bénéficient de mes compétences, il y a ceux qui bénéficieraient de mes compétences et n'en ont pas conscience. Donc, à ce deuxième groupe, il va falloir déjà que j'apporte l'information, que je les forme, que je leur explique. Et une fois qu'ils seront convaincus que mes compétences leur sont utiles, probablement, j'aurai moins de mal à leur vendre mon service parce qu'ils bénéficient beaucoup de mes compétences. Une fois que j'ai identifié donc, des groupes qui bénéficient plus de mes compétences, eh ben, je vais décider de concentrer mes forces sur ces groupes. C'est assez évident, hein. J'ai identifié 1, 2, 3, 10 groupes qui bénéficient plus directement de mes compétences et je vais concentrer mes forces sur ces 10 groupes. Et pour pouvoir concentrer mes forces sur ces 10 groupes, il faut que je sache à qui j'ai affaire. Donc, mon travail n'est pas terminé. Une fois que j'ai identifié des groupes de clients, ça peut être des particuliers, des entreprises, dans des situations particulières et qui font qu'elles ont plus besoin de mon offre. Je vais me poser la question de qui ils sont précisément. Qui ils sont précisément, c'est-à-dire définir ce qu'on appelle des personas. Donc, pour l'instant, j'ai défini ce qu'on appelle des segments de marché, c'est-à-dire des sous-parties de mon marché, qui seront mes segments cibles. Et dans ces segments de marché, j'ai des clients qui sont des entreprises ou des particuliers. Et je vais me poser la question de quel est le profil type de ces clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Et donc, par exemple, si c'est des entreprises, je vais me poser la question si ceux qui représentent les entreprises dans les segments de marché, c'est plutôt des DRH, des DG, des DIRCOM, des directeurs des systèmes d'information, des directeurs de production. En gros, est-ce qu'ils ont une fonction particulière? Si oui, il faut que je le sache. Est-ce qu'ils ont un âge particulier? Est-ce que c'est plutôt des gens âgés, plutôt des gens jeunes?
fonction de votre offre de service, vous pouvez toucher des publics différents. Est-ce que c'est plutôt des hommes ou plutôt des femmes? Est-ce qu'ils portent des valeurs particulières? Est-ce qu'ils rencontrent des problèmes particuliers? Est-ce qu'ils ont des objectifs, des enjeux, des objectifs particuliers? Et ça va me permettre de mieux les connaître. Et puisque je connaîtrai mieux les gens à qui je m'adresse, probablement, quand je leur parlerai, je réussirai à capter leur attention parce que je choisirai des sujets qui les intéressent. Quand bien même ils n'auraient pas de rapport avec mon offre, le but au départ, c'est d'interpeller les gens, donc d'attirer leur attention. Donc pour ça, j'ai besoin de savoir qui ils sont et d'évoquer des sujets qui font partie de leur champ de préoccupation. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais aussi me poser la question de comment fonctionnent ces fameux segments de marché que j'ai identifiés quand il s'agit de consommer des services ou des offres qui sont similaires à la mienne. Et donc, je vais me poser la question, quand ils achètent, quand ils sourcent le produit, le service plutôt que moi je cherche à vendre ou un service similaire, comment ils fonctionnent? Est-ce qu'ils ont des besoins spécifiques dans leurs achats, des contraintes spécifiques? Est-ce qu'ils fonctionnent par appel d'offres? Est-ce que c'est du domaine public et ils ont des contraintes, des obligations réglementaires qu'ils doivent respecter? Tout ça, je dois l'identifier et le prendre en compte dans mon offre. Donc, dans la forme de mon offre, il va falloir que je prenne en compte ces besoins spécifiques. S'ils ont l'habitude de travailler avec un fournisseur, peut-être qu'il faudra que je me mette en rapport avec ce fournisseur. S'ils ont des besoins spécifiques parce qu'ils lancent des appels d'offres qui doivent être conformes à une certaine réglementation, il faudra que je m'assure que je suis conforme moi-même à ces appels d'offres. Donc, sur la forme, je vais commencer à adapter mon offre. Et ensuite, il va falloir que je présente à chacun de ces segments de marché qui sont tous différents, qui ont tous des situations différentes, sinon je les aurais mis dans le même groupe, des offres qui sont particulièrement adaptées à leur environnement. Alors déjà, parce que j'ai choisi de fonctionner comme ça, en concentrant mes forces sur des segments de marché, je vais proposer, par définition, puisque je m'adresse à eux, je sais qui ils sont, je me distingue un peu de la concurrence, en tout cas de mes confrères, qui eux proposent la même offre à tout le monde en espérant trouver quelqu'un que ça intéresse. Moi déjà, je me suis attaché à savoir à qui je parlais et donc j'ai proposé à ces groupes de gens à qui je parlais un type de proposition, une proposition de valeur qui leur parle. En soi, c'est déjà distinctif. En plus, puisque je sais à qui je parle, je sais avec quel niveau de discours je vais pouvoir leur parler. Est-ce que c'est des experts ou est-ce que c'est des profanes qui n'y connaissent rien? Si c'est des experts, je peux me permettre d'utiliser des mots d'experts. Si c'est des gens qui n'y connaissent rien, il faut que je leur explique les choses. Et donc, en adaptant mon niveau de discours, encore une fois, je me distingue. Les autres manières de se distinguer vis-à-vis de ses clients, c'est de raisonner avec eux, non pas en compétences, parce que finalement, vos clients, ils s'en fichent de vos compétences. Ce qui intéresse vos clients, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire de vos compétences. Donc, vous faites en sorte de packager vos compétences dans des solutions et de plutôt parler de solutions et des problèmes que ces solutions permettent de régler ou des enjeux que ces solutions, des objectifs que ces solutions permettent d'atteindre. Les différents points distinctifs classiques dans une offre, c'est quoi? C'est est-ce que je porte des valeurs particulières que mon public partagerait? Et dans ce cas-là, j'ai intérêt à les mettre en avant. Quand je parle de valeurs, je veux dire valeurs environnementales, valeurs sociales, valeurs sociétales. Peut-être qu'il y a des points qui sont en commun avec mon segment de marché. En tout cas, je suis supposé connaître les valeurs de mon segment de marché. S'il y en a, j'ai intérêt à les faire valoir, à les mettre en avant dans ma proposition si je les partage. Est-ce que j'ai un concept clé? Est-ce que j'intègre des innovations technologiques, des produits, logiciels ou matériels qui vont me permettre de me valoriser, de créer plus de valeur ajoutée vis-à-vis de mon client? Si c'est le cas, il faut que je le mette en avant. C'est une autre manière de se distinguer. Une manière classique de se distinguer, c'est d'avoir les tarifs, les meilleurs tarifs du marché. Alors oui, c'est sûr que si vous avez le même niveau de qualité que les autres ou un niveau de qualité supérieur et que vous êtes le moins cher du marché, ça vous distingue. Et le dernier élément qui peut vous distinguer, c'est votre image de marque. Et votre image de marque, elle sera d'autant meilleure que vous travaillez sur des segments que vous avez ciblés, que vous connaissez bien, et que donc vous leur parlez de choses qui les intéressent. Plus vous parlez à vos clients de choses qui les intéressent, plus vous avez de valeur à leurs yeux. Parce que ce qui est important pour vos clients, c'est que vous ayez l'air de vous intéresser à ce qui les intéresse eux. Pour faire tout ça, il y a plusieurs méthodes, notamment les enquêtes, quantitatives ou qualitatives. N'hésitez pas à interroger vos futurs clients, des gens qui ressemblent aux futurs clients, à récupérer de l'information auprès de vos confrères. C'est ça qui vous permettra de bien savoir à qui vous parlez. Et quand on sait bien à qui on parle, en général, on vend de manière plus efficace.
Deuxième point, alors j'ai passé un petit peu de temps sur ce point parce que c'est probablement le plus important. Une fois qu'on sait déjà à qui on vend, on a fait une bonne partie du travail. Néanmoins, il faut savoir aussi à quel prix on va leur vendre. Et pour savoir à quel prix on va leur vendre, encore une fois, c'est un sujet gênant hein, de mettre un prix sur son offre. Pour savoir à quel prix on va leur vendre, on a intérêt à d'abord avoir conscience de sa valeur. Et pour avoir conscience de sa valeur, eh ben, il faut se comparer à ce qui existe. D'abord, il faut identifier vos compétences. Ça, en général, vous les connaissez, mais n'oubliez pas, ne pensez pas qu'à vos hard skills, comme on dit, vos compétences techniques. Vous avez probablement des compétences humaines qui ont de la valeur aussi. Et donc, posez-vous la question de ces compétences totales, enfin, toutes ces compétences que j'ai, cette expérience que j'ai particulière, qu'est-ce qu'elle vaut sur le marché? Une des méthodes pour savoir ce que vaut cette expérience sur le marché, c'est de vous comparer à vos pairs. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur les fameuses plateformes dont je parlais tout à l'heure qui permettent à des freelances d'être mis en contact avec des clients et regarder des freelances qui ont une expérience similaire à la vôtre et des compétences similaires à la vôtre, combien ils se vendent. Ça vous donnera une fourchette, fourchette basse, fourchette haute. Deuxième manière de fonctionner, c'est de se demander les clients que vous avez ciblés dans vos segments de marché, s'ils consomment déjà ce genre de services ou des services similaires, s'ils travaillent avec d'autres freelances, combien habituellement ils payent ce type de service. Donc, vous aurez d'un côté le prix de l'offre, donc des autres, de vos concurrents d'une certaine manière, des gens qui travaillent dans la même situation que vous, et puis vous aurez le prix de la demande de vos clients, et à mon avis, votre prix doit être quelque part entre les deux. Plus vous extrairez de valeur ajoutée de l'étude de votre marché, plus vous pourrez proposer un prix élevé. Plus vos solutions seront attractives, plus vous pourrez proposer un prix élevé. D'autant plus que quand on raisonne en solutions et pas en compétences, on est plus difficile à comparer. Donc moi, mon conseil, encore une fois, évidemment, vous vous appuyez sur vos compétences, mais essayez de raisonner en solutions qui viennent rendre un service à votre client. Deuxième point que vous allez devoir prendre en compte, une fois que vous avez défini cette fourchette, borne hausse, borne basse, c'est quels sont vos coûts. Est-ce que vous avez des coûts pour faire fonctionner votre service, faire votre service particulier, spécifique? Est-ce qu'il y a des coûts spécifiques à certains projets ou est-ce qu'en général, vous avez des coûts? Ces coûts, il faut les prendre en compte. Et en fait, pour déterminer votre revenu brut, vous allez faire votre revenu net, enfin votre revenu brut, plutôt, vous allez faire votre chiffre d'affaires moins vos coûts estimés. Et ça vous donne une idée de quel est votre revenu brut. Si vous voulez convertir ce revenu brut en un revenu pour vous, un revenu net, une rémunération, il faut, si vous êtes TNS, alors je ne sais pas si vous êtes familier des différents statuts, mais quand on est freelance, en général, on est soit micro-entrepreneur, soit dans le cas d'une EURL ou une SARL, soit une SASU ou une SAS, plutôt SASU ou EURL d'ailleurs. Si on est en EURL, on sera un travailleur non salarié. Si on est micro-entrepreneur ou en EURL, on sera plutôt un travailleur non salarié. Et si on est en SASU, on sera un assimilé salarié. Si je vous parle de ça, ce n'est pas pour vous parler de technique, c'est parce que les charges sociales associées aux revenus que vous allez vous verser sont plus importantes dans un cas que dans l'autre. Le statut le plus intéressant en termes de charges, de charges sociales, c'est le statut de TNS. Et donc, par exemple, un TNS, quand il prend 100 de revenus bruts à son entreprise pour se verser un salaire, il va lui rester 70 à peu près, parce qu'il a 30% de charge. Un assimilé salarié, il est plutôt entre 40 et 50%. C'est-à-dire que quand il sort 100 de revenus bruts de sa boîte, il va lui rester entre 55 et 60. Donc, pour déterminer vos objectifs financiers, il faut, enfin, plutôt pour valider que vos objectifs financiers sont atteints, il faut avoir conscience de ça et vous assurer que le prix que vous avez construit vous permet bien de vous générer un revenu qui vous permet de vivre. Parce que sinon, tout ça ne sera pas très pérenne. Ensuite, une fois qu'on a validé ce point, on peut aussi se poser la question de comment on va facturer nos clients. Est-ce que je préfère facturer mes clients en ce qu'on appelle en régie? Alors, c'est quoi la régie? C'est quand je facture ma client au temps passé, donc à l'heure passée, à la journée passée, au mois passé, et on se met d'accord sur un tarif horaire, un tarif journalier, un tarif mensuel, et en fonction du nombre d'heures passées, du nombre de jours passés, du nombre de mois passés, on facture d'autant. Vous pouvez aussi fonctionner avec vos clients en tarification forfaitaire, en facturation forfaitaire. C'est quoi le forfait? Quand on fonctionne au forfait, ça veut dire qu'on a délimité avec son client un périmètre, on a défini où commence un projet, où s'arrête un projet, et on fait payer le client, non pas en fonction du temps passé, mais d'une manière forfaitaire pour atteindre ce résultat. Quand on fait ce genre de choses, petit conseil, soyez très très clair avec vos clients sur votre manière de définir votre périmètre.
Parce que si c'est pas clair et que le client, quand vous avez pensé avoir terminé, vous dit que ça n'est pas terminé et qu'il manque encore des choses, ça peut générer des litiges et c'est problématique. Dernière stratégie de tarification, tarifier à la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je tarifie mon client en fonction de ce que je lui apporte. Euh, Soit il a un gain économique et en fonction du gain économique, ma rémunération est proportionnelle, soit il a un gain en qualité et on a défini ensemble des indicateurs qui permettent de définir ma rémunération par rapport à ces gains en qualité. Bref, c'est pas un phénomène, c'est pas une situation courante, mais pourquoi pas, si vous estimez que c'est à votre avantage et à celui de votre client, proposer ce genre de choses. Si vous faites tout ça, si vous faites de ce travail de construire vos prix, d'avoir une base solide qui justifie vos prix et d'avoir passé du temps à la construire, probablement quand le sujet de l'argent va être évoqué avec vos clients, vous serez plus à l'aise parce que vous serez capable de défendre et de justifier vos tarifs. Je passe au point suivant, donc le point stratégique suivant. Donc là, on en arrive au point finalement où on s'est posé la question de quel était ce marché cible. Pour ce marché cible, on a prévu des offres particulièrement adaptées qui reposent sur des solutions. On a construit plutôt un prix qui est un bon prix, c'est-à-dire un prix qui est acceptable pour ce marché cible. Et maintenant, il va falloir le faire savoir. Alors, pour le faire savoir, j'ai intérêt à utiliser des moyens de communication qui ont des leviers très forts. Et les deux moyens de communication qui ont les plus forts leviers au XXIe siècle, c'est le site Internet et le réseau social, les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que ça a un intérêt de développer un site Internet? Alors ça, c'est une vraie discussion qu'on a avec les entrepreneurs qu'on forme, qui souvent nous posent la question en nous disant, ouais, est-ce que c'est vraiment nécessaire de créer un site, sachant que j'ai déjà une page LinkedIn, un compte Facebook, machin. Alors, en fait, quand ils posent la question, ils ont envie qu'on leur dise non parce qu'ils ont l'impression que ça prend trop de temps de faire tout ça. Moi, ce que je pense, c'est que quand on a la chance de savoir à quel client on s'adresse et que du coup, on peut leur proposer un accueil complètement individualisé, particularisé, dédié, bah, ce serait dommage de ne pas pouvoir le faire parce qu'on est tributaire du type de présentation, de la logique des réseaux sociaux. Quand vous créez votre site Internet, vous choisissez exactement comment vous allez accueillir les internautes sur votre site Internet. Et donc, puisque vous avez identifié des clients qui ont particulièrement de valeur pour vous, vous avez intérêt à concevoir votre site Internet en permettant ces clients, quand ils arrivent sur votre site web, de se retrouver très facilement et très rapidement dans un environnement qui leur est dédié. C'est-à-dire que quand on arrive sur la page d'accueil de votre Internet, si on fait partie de un de vos segments privilégiés, on doit s'en rendre compte tout de suite et pouvoir cliquer sur la bonne case, de bon lien, pour se retrouver ensuite dans l'environnement qui nous correspond le mieux. Si vous allez sur le site d'un vendeur de fringues type Uniqlo ou peu importe, ou Zalando, le plus probable, c'est que très rapidement, vous allez voir quelque part une rubrique homme-femme. Et si vous êtes un homme, en général, vous cliquez rapidement sur homme. On va vous proposer que des fringues pour hommes. Et si vous voulez chercher un pantalon, bah, peut-être vous allez pouvoir cliquer sur pantalon, il n'y aura plus que des pantalons. Voilà, ce que je veux dire, c'est que chacun de vos clients privilégiés devrait pouvoir trouver un accueil qui correspond à qui il est sur votre site et être plongé ensuite dans un univers qui ne parle que de sa situation spécifique. Ensuite, est-ce qu'il faut utiliser les réseaux sociaux? Bien entendu, il faut utiliser les réseaux sociaux et même si vous ne les aimez pas à titre personnel, j'ai envie de vous dire. Peu importe si vous avez des comptes sur les réseaux sociaux pour vous, personne privée, personne physique, vous avez intérêt à avoir des comptes pour parler de votre activité professionnelle sur les réseaux sociaux, parce que c'est encore une fois un levier énorme qui vous permet de toucher toute la France, voire le monde entier assez facilement. Donc, puisque vous avez développé un site web et une approche privilégiée pour vos segments de marché, il faut que les réseaux sociaux vous permettent d'interpeller, d'attirer l'attention, d'engager des internautes qui font partie de vos segments de marché privilégiés ou pas d'ailleurs, mais plutôt à eux en particulier, pour leur donner envie de venir sur votre site web. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on poste sur les réseaux sociaux? On poste du contenu qui intéresse notre segment de marché. Souvent, on a tendance à ne parler que de son offre. Moi, je pense que c'est une erreur. Si je passe ma journée à parler à mes clients de mes compétences ou de mon offre, je ne suis pas sûr que je les intéresse prioritairement. Si en revanche, je leur parle de leurs problèmes quotidiens, des enjeux principaux de leur organisation,
en tout cas de problèmes qui vivent en ce moment ou d'enjeux, d'objectifs qui se sont fixés, probablement je vais plus naturellement attirer leur attention. Donc sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je vais procéder. Je vais leur parler d'eux, de choses qui les concernent, même si ce n'est pas en rapport avec mon offre directement, pour attirer leur attention, pour générer une bonne image, et puis peut-être pour leur donner envie de venir sur mon site web où là, je vais pouvoir leur parler de mon offre. Troisième sujet, donc ça, c'est les deux canaux qu'on estime qui sont indispensables à utiliser pour la présence en ligne. Et puis ensuite, vous avez la manière d'optimiser ces canaux, c'est-à-dire comment je fais pour optimiser le trafic vers mon site web et comment je fais pour avoir la plus grosse audience possible sur mon réseau social préféré. Alors déjà, mon réseau social préféré, c'est lequel? On va dire que pour les indépendants, le réseau social préféré, c'est souvent LinkedIn. C'est-à-dire que c'est un peu l'incontournable. Tous les indépendants, tous les freelances pensent que être sur LinkedIn, c'est important. Et je suis d'accord avec eux. Mais je pense qu'on a plutôt intérêt à être sur tous les réseaux sociaux, à vrai dire. Si on ne s'adresse pas du tout aux jeunes, ni dans son offre, si je veux dire, si les consommateurs de votre offre ne sont pas les jeunes et que les clients de votre offre ne sont pas les jeunes non plus, vous n'avez pas forcément intérêt à être sur TikTok, par exemple. Mais tous les autres réseaux sociaux qui sont un peu généralistes, si vous adaptez votre contenu au réseau social, sur Insta, on met plutôt du visuel, de la vidéo. Sur Facebook, c'est assez généraliste. Sur LinkedIn, c'est plutôt du texte, des choses à valeur ajoutée, des expertises. Si on choisit bien le type de contenu sur chaque réseau social, on peut utiliser tous les réseaux sociaux et plus on est sur de nombreux canaux, plus on a de chances de rencontrer les clients qui font partie de notre segment de marché. Le seul point commun entre toutes vos publications sur les différents réseaux sociaux que vous allez utiliser ou sur votre site web, c'est de toujours vous assurer que le contenu que vous proposez s'adresse bien à l'un de vos segments de marché privilégiés. Si je ne parle à personne, si je parle vraiment à tout le monde, est-ce que ça vaut le coup de poster? Parce que sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont exigeants. C'est-à-dire qu'ils ne vont aller que vraiment vers les choses qui les intéressent. Ils ont l'habitude de trier, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez attirer l'attention de vos internautes, plutôt de votre audience sur les réseaux sociaux, postez des choses qui les intéressent prioritairement. Pour le SEO, donc le référencement naturel, je préfère l'appeler référencement naturel que référencement gratuit parce qu'en réalité, ça prend du temps de bien gérer son SEO ou on s'appuie sur une agence de com et dans ce cas-là, ce n'est pas gratuit. Donc le SEO, c'est les règles de base. Il y a 400 critères qui font que Google vous référence bien ou pas en référencement naturel. Parmi les critères les plus courants, il y a le nombre de personnes qui viennent sur votre site. Donc, faites en sorte que le plus de personnes possible viennent sur votre site. L'antériorité de votre site, donc quel âge il a. Est-ce qu'il y a beaucoup de liens qui pointent vers votre site? Ça, c'est plutôt une bonne chose, surtout si les sites qui pointent vers le vôtre sont bien notés par Google. Est-ce que vous pointez vers beaucoup de sites à l'extérieur du vôtre et est-ce que les sites vers lesquels vous pointez sont bien notés par Google? Tout ça, ça va améliorer votre référencement naturel et vous permettre de générer plus d'audience sur votre site Internet. Donc ça, c'est pour votre présence en ligne. Et quand on crée sa présence en ligne, je reconnais qu'on a plutôt tendance à penser au rapport à son marché qu'au rapport à son écosystème. Néanmoins, il faudra aussi penser, et ce sera dans le point suivant, à travailler sur son écosystème. Petit rappel sur ce que vous devez faire et sur ce que vous ne devez pas faire. Je vous laisserai y revenir parce qu'on va essayer d'avancer un petit peu, mais en gros, publier régulièrement du contenu de qualité. Dans cette phrase, la partie la plus importante, c'est probablement par la qualité, mais ça, c'est du bon sens, c'est régulièrement. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut publier le plus régulièrement possible. Maintenez une image cohérente. C'est-à-dire que suivant les canaux que vous utilisez, il ne faut pas que vous passiez des messages différents. Donc, essayez d'avoir une image la plus cohérente possible. Engagez votre audience. Faites en sorte que votre audience vous s'inscrive à vos newsletters, participe aux ateliers que vous proposez. Faites par ailleurs de la veille. Demandez-vous ce que les autres dans votre environnement font de bien, quelles sont les mauvaises pratiques et gardez les bonnes pratiques. Affranchissez-vous des mauvaises. Faites attention à la sécurité, notamment les mots de passe de vos réseaux sociaux ou la sécurité de votre site Internet. Ne spammez pas, mais ça va, c'est du bon sens. Si je spamme, ça veut dire qu'en fait, je ne m'adresse pas spécifiquement à un public. Et puisque moi, je vous ai proposé de plutôt vous adresser spécifiquement à un public, vous devriez moins avoir ce genre de problème. Je passe ces points pour gagner un petit peu de temps. Le point suivant, donc, il s'agit de développer son réseau professionnel. Développer son réseau professionnel, c'est-à-dire, en plus de parler à mes clients, je dois aussi garder contact avec mon réseau professionnel et, si possible, générer une très bonne image auprès de mes pairs et des gens qui sont dans mon écosystème. Les gens de mon écosystème, c'est à la fois les gens qui sont freelance comme moi, dans le même domaine que moi, mais aussi des gens qui sont freelance comme moi dans d'autres domaines.
Et si j'ai intérêt à avoir une relation avec mon écosystème, c'est parce que le but à la fin, c'est de générer des collaborations. Je dois donner une image la plus favorable possible aux gens qui sont dans mon environnement pour que si un jour ils ont besoin d'un profil comme le mien, ils aient confiance en moi, en mes compétences, en mes connaissances, en mes ressources et qu'ils n'hésitent pas à me faire des propositions. De même que moi, si un jour j'ai besoin de collaborer avec avec une personne de mon environnement, parce que par exemple, elle a des compétences particulières dont j'ai besoin sur un projet, ou parce que elle travaille dans un autre domaine que le mien, mais elle est face aux mêmes clients que moi, et qu'elle pourrait me donner accès à ses clients d'un point de vue commercial, j'ai intérêt à avoir entretenu un réseau avec tous ces gens qui me permettront de mettre en place des collaborations favorables. Donc, pour faire ça, soyez présents sur les réseaux sociaux, sur X si vous êtes journaliste ou si vous travaillez dans la finance. Intégrez des groupes physiques ou pas. Et dans ces groupes physiques, interagissez, faites-vous connaître, prenez la parole, apprenez aux autres et apprenez des autres. Et c'est comme ça que on aura envie de travailler avec vous, de vous prescrire ou de vous proposer des collaborations. J'ai continué à avancer le plus vite possible. Ça passe vite. Euh, donc, la montée en T'inquiète, compétence. t'inquiète, Oh, tu as encore un peu de temps. J'espère, j'espère à ce sujet que je ne parle pas trop vite. Je connais ma tendance à Donc parler ça va. vite et le sujet est pressé, plus j'ai tendance à accélérer. Donc, je vais reprendre et tant mieux si j'ai un petit peu de temps. Donc, les compétences. Les compétences, c'est un vrai sujet quand on est entrepreneur, parce que, entrepreneur en tout cas indépendant, freelance, parce que personne ne viendra vous dire en quoi vous devez vous former. Donc, c'est à vous d'identifier les sujets de formation les plus pertinents et les sujets de formation les plus pertinents, il y a deux types de sujets. C'est ceux qui vont vous permettre de mieux servir vos clients et ceux qui vont vous permettre de mieux vous organiser en interne, donc d'être plus productif. Pour identifier les bons sujets de formation, vous devez donc encore une fois connaître votre marché, connaître vos clients, savoir quels sont leurs besoins. Donc, on en revient au point initial, plutôt concentrer ses forces sur peu de segments de marché, mais connaître très bien ces segments de marché pour pouvoir régulièrement améliorer notre capacité à les servir en développant des nouvelles compétences qui sont particulièrement importantes pour eux. Solliciter des feedbacks, que ce soit des gens, de vos mentors, de vos pairs, de gens qui vous proposent de la formation, des formateurs, sollicitez des feedbacks et sollicitez aussi des feedbacks de vos clients. Ne vous contentez pas de mesurer la satisfaction de vos clients, ça c'est un passage obligé. Quand vous travaillez avec un client, il faut que vous sachiez s'il a été satisfait. Et quand vous lui demandez s'il a été satisfait, ne lui parlez pas que de lui, demandez-lui aussi pour le coup si l'organisation que vous lui avez proposée, la logistique que vous avez mis en place, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous êtes bien intégré en gros à son organisation? Est-ce que vous êtes bien adapté à son organisation? Ça, c'est un sujet qui est souvent pas pris en compte par les freelances et qui pourtant est très important pour le client. Vu du client, un freelance qui s'adapte bien à son organisation, c'est très précieux. La route de la compétence, donc ceux qui connaissent la route Deming, Plan, Do, Check, Act, sujet de définition de process, vous avez retrouvé des similarités. Donc, l'idée, c'est de se poser la question au début de son activité et à chaque fois que, au fur et à mesure de son développement de son activité, de quelles compétences on a besoin. Pour commencer, d'une part, d'abord pour gérer mon service auprès de mes clients, et après pour gérer ma boîte, pour gérer la partie comptable, la partie administrative et gérer la partie commerciale et marketing. Donc, j'ai besoin de compétences à la fois pour servir mes clients, mais aussi pour faire fonctionner ma boîte. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin. Et puis, je vais me demander où ces compétences, je peux les trouver. Est-ce que je les trouve auprès de mes pairs? Est-ce que je les trouve dans des centres de formation comme Créatif? Est-ce que je les trouve sur Google ou sur, en tout cas, le net, sur YouTube, peu importe où, dans des endroits où des gens partagent leurs compétences et leurs connaissances? Mais en tout cas, je mets en place un plan détaillé. Et puis, régulièrement, je vais m'assurer que j'atteins bien mes objectifs en matière de formation. Et puisque je vais atteindre mes objectifs ou un autre, je vais avoir développé des nouvelles compétences. Ces compétences, je vais les mettre en pratique chez mes clients ou en interne pour soit m'offrir à moi-même un meilleur service en interne, soit offrir à mes clients un meilleur service et donc continuer à extraire de la valeur et générer de la valeur ajoutée et donc avoir une chance de créer avec mes clients non seulement une relation, mais une relation durable. Promouvoir son activité sur les plateformes. Donc, pour moi, les plateformes, c'est un canal de communication. Vous pouvez considérer que c'est votre moyen de promotion ou que c'est un des canaux de communication. Moi, je pense que vous avez intérêt à le considérer comme un des canaux et avoir par ailleurs une activité sur votre site web, sur les réseaux sociaux pour promouvoir votre activité.
Parce qu'en fait, plus vous êtes sur de nombreux canaux, plus vous avez de chances de toucher du monde, mais surtout le monde qui fait partie de vos segments de marché privilégiés. Il y a trois, enfin là, on vous parle de trois plateformes, mais il y en a beaucoup plus. Ces trois-là, c'est qui? Alors, Up, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent un peu, Up, la particularité, c'est qu'il vous donne accès à des appels d'offres. C'est-à-dire qu'il vous donne accès à des appels d'offres publiés par des clients et vous choisissez d'y répondre ou pas. Malte et Fiverr, c'est des plateformes plus classiques qui proposent à des consultants, à des freelances de mettre en ligne leur profil et qui permettent à des clients de venir voir ces profils et de faire leurs courses. Si vous utilisez une de ces plateformes ou d'autres, il y en a d'autres, hein, il y a Consultport pour les consultants qui ont un peu d'expérience et la crème de la crème qui fonctionne aussi en appel d'offres, mais qui vérifie les appels d'offres, qui les check avant de les proposer aux freelances. Si vous utilisez ces plateformes, il faut que vous promouviez, il faut promouvoir son activité, promouviez, je ne sais pas. Il faut promouvoir son activité sur les plateformes et pour ça, il faut créer un profil complet et attractif, évidemment. Mais sur ce profil complet et attractif, il faut mettre des informations qui vont faire qu'on va se retrouver attiré par votre profil. Donc d'abord, avoir des mots-clés qui renvoient à votre profil quand on tape dans le moteur, dans la barre de recherche. Mais aussi proposer à vos clients, à vos proches, de mettre des recommandations qui disent du bien de votre manière de travailler. Parce que moi, je sais que quand je choisis un hôtel sur Booking ou sur Airbnb, une des premières choses que je vais regarder, c'est les commentaires des anciens clients. Et s'ils sont tous bons, c'est bon signe. S'ils sont tous mauvais, je vais probablement aller voir ailleurs. Donc, engagez vos clients à vous évaluer positivement. Participer, comme toujours, hein, quand on est sur le réseautage, il faut participer au maximum aux discussions qu'on vous propose dans les communautés. Avec vos clients, quand ils vous font une demande, répondez vite, répondez bien. Faut que quand vous envoyez des choses, ce soit agréable à lire et que ce soit facilement compréhensible. Si vous vous engagez sur des choses et vous avez intérêt à vous engager, respectez vos engagements. Voilà, soyez précis sur vos compétences, mais pensez à parler en solution, proposer des offres personnalisées, quoi. Je continue à avancer. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut aussi essayer d'être le plus organisé possible. Plus vous êtes organisé, plus vous serez efficace, plus vous serez productif. Et si vous êtes plus productif, d'abord, vous produisez plus, donc vous générez plus de revenus. Et si vous êtes plus efficace, ça vous amène au même résultat, mais en plus, ça donne de vous une bonne image aux gens qui travaillent avec vous, que ce soit vos confrères ou vos clients. Donc, quand vous avez un objectif à atteindre, essayez de décomposer cet objectif en objectifs intermédiaires, en tâches intermédiaires, et listez toutes ces tâches et faites en sorte de pouvoir vous poser la question, de pouvoir analyser la qualité de votre travail au travers d'indicateurs qui mesurent l'atteinte ou non de vos objectifs. Donc, en gros, vous avez une mission à mener, demandez-vous quels sont tous les objectifs intermédiaires, toutes les tâches que cela comporte, et commencez à mettre ces tâches dans votre agenda, par exemple. Si vous voulez utiliser des outils de gestion, il y a des outils de gestion comme Notion ou Trello. Je parle de ceux-là parce qu'ils font partie des plus connus. Moi, je ne les utilise pas, donc je ne suis pas du tout un spécialiste. Dans les questions, ne me posez rien là-dessus. Mais ça vous permet de gérer quoi? Ça vous permet de gérer des tâches, des listes de tâches, d'aller jusqu'à gérer des process, notamment dans des environnements collaboratifs, et ça vous donne aussi des outils de pilotage. C'est-à-dire, vous pouvez voir où vous en êtes d'un projet, aller récupérer des infos, d'un coup d'œil, avoir une bonne idée de où vous en êtes pour chacune des tâches en cours. Si vous n'utilisez pas ce type d'outil, utilisez vos outils habituels et l'outil roi, pour moi, c'est le calendrier dans lequel vous n'allez pas simplement noter vos rendez-vous clients, mais quand vous ouvrez votre calendrier du jour, c'est lui qui vous dit ce que vous avez à faire aujourd'hui parce que vous avez défini toutes les tâches qui vont vous mener à votre objectif et ces tâches, en fonction de la deadline de votre objectif, elles apparaissent dans votre calendrier le bon jour, à la bonne heure et avec un temps dédié qui est adapté à la tâche. Vous êtes freelance, donc vous avez tout à gérer. Quand on a tout à gérer, on est susceptible d'être dérangé très, 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 très souvent. Et donc, faites en sorte de vous organiser et de prioriser vos tâches. Vous allez avoir plein de petites choses à gérer. Il y a sûrement des priorités dans une journée. Il faut aussi gérer les petites choses, c'est sûr, mais commencez par savoir ce qui est prioritaire pour vous.
et priorisez vos tâches. Les tâches qui sont très courtes à faire, essayez de vous en débarrasser le plus vite possible. En gros, vous avez une tâche qui vous prend 1 ou 2 minutes, vous la faites, elle est derrière vous, vous ne la portez plus dans votre charge mentale et ça ne peut pas vous nuire. Pour gérer votre temps, il y a des techniques. Je ne vais pas passer du temps sur Pomodoro, mais Pomodoro, c'est quoi? L'idée, c'est de… en fait, quand on travaille sur quelque chose, si on veut être efficace, il faut plutôt passer du temps enfin, il faut, le temps qu'on passe sur une tâche, il ne faut pas être dérangé, il faut être monotâche. Le Pomodoro, c'est un peu le principe. C'est des sessions de 25 minutes. Entre ces sessions de 25 minutes, vous prenez des pauses de 10 minutes. Et puis, au bout de 4 sessions, vous prenez une pause plus grande. Et avant chaque Pomodoro, vous posez la question de sur quoi vous allez travailler. Ça vous permet d'être plus efficace et donc plus productif. Soyez adaptable et flexible et pour ça, pensez à réserver dans votre agenda des créneaux pour des problématiques urgentes, un client qui a un problème ou peu importe. Vous avez toujours un petit créneau dans votre journée, un petit créneau tampon qui vous permettra de faire face à une obligation urgente. Voilà, merci de m'avoir écouté et bon courage pour les questions qu'on va vous poser et moi, je suis à votre disposition pour répondre aux vôtres. Merci, Fabien. Alors, hop, si tu peux te remettre sur la slide d'après. Vas-y, plaisir. Alors, du coup, donc, si vous souhaitez en savoir plus, sachez qu'on a une formation, par contre. Désolée, c'est la fin de la journée, je commence à plus en faut pas. On a une formation dédiée à devenir consultant indépendant. Vraiment lancer et structurer son activité de consultant indépendant. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers formation. Alors, il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans le chat que je vous ai mis et vous aurez rendez-vous avec Maxence, qui est le responsable de cette formation. Sachez également que pendant la JPO, donc la journée de la création d'entreprise, on vous propose d'avoir 2 heures d'accompagnement offert pour toute souscription à cette formation ou aux autres formations aujourd'hui, et c'est valable pendant 7 jours. Est-ce que tu peux juste passer la slide d'après? Avec Voilà. plaisir. Et donc, cette formation, elle dure 35 heures. Elle est éligible au CPF, mais aussi à tous les autres dispositifs de financement, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié ou chef d'entreprise. Sachez que on la propose également en 2 formats, en groupe. Donc, vous êtes en classe virtuelle, c'est-à-dire en direct avec le formateur comme Fabien. Et le reste des entrepreneurs, donc c'est souvent des groupes d'une dizaine de personnes. Sachez que voilà, il y a des formateurs comme Fabien, mais il y en a d'autres aussi qui animent cette formation. Et vous avez également le format à mon rythme, où là, ça vous permet de vous connecter depuis une plateforme de formation et vous avez des rendez-vous chaque semaine pour avancer dans votre formation. C'est vraiment, est-ce que selon vos disponibilités, ce que vous préférez comme modalité de formation. Voilà, et là, on va pouvoir, comme il nous reste pas beaucoup de temps, on va plutôt privilégier les questions. Donc, alors, il y avait des petites remarques déjà, c'est qu'il y a William et Alexandra qui parlaient des plateformes ProZ pour les traducteurs. Il y avait aussi ComeUp qui était recommandé par Alexandra. Donc Merci ça, voilà, Alexandra. c'est pour diffuser aux autres. Avez-vous des conseils sur comment trouver le prix de la demande? Eh ben, 2 solutions. Soit vous connaissez des gens qui travaillent dans les entreprises ou chez les particuliers que vous avez identifiés comme clients, et soit vous connaissez des particuliers, soit des gens qui travaillent dans les entreprises, et vous leur posez la question. Soit vous pouvez tout simplement, et ça se fait, c'est assez naturel, hein, au moment où vous êtes en train d'étudier votre marché, appeler vos clients potentiels, un échantillon de vos clients potentiels, et leur demander s'ils consomment ce type de ressources, dans quel cadre et à quel prix ils les achètent. L'autre solution, c'est de vous demander si vos entreprises elles travaillent plutôt avec des cabinets nationaux type Capgemini, Accenture, ce genre de boîte. Et pour le coup, dans ce genre de boîte, les tarifs, ils sont quasiment publics. Enfin, ils ne les donnent pas à leurs clients, mais si vous connaissez un seul consultant dans une de ces boîtes, ils peuvent vous donner les grilles. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir trouver un consultant dans une boîte qui en compte plusieurs dizaines de milliers qui saura vous donner accès à ça. Donc voilà. Sinon, il y a les communautés, évidemment, vos pairs, les gens qui travaillent déjà chez ces clients, qui peuvent vous répondre.
n'hésitez pas à collaborer avec votre écosystème et à interroger directement vos clients, notamment dans votre phase d'étude de marché. C'est pour eux aussi que vous faites ça, hein. Plus vous serez pertinent dans votre approche, plus ils auront un bénéfice important. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, à condition évidemment, et ça c'est vrai de vos clients, de tous vos interlocuteurs, quand vous décidez de solliciter spontanément un client pour lui demander quelque chose ou pour lui passer un message, vous avez intérêt à être très professionnel, à demander très précisément ce dont vous avez besoin, à être le plus synthétique possible. En gros, le moins vous prenez de temps à votre interlocuteur, le moins lui il en perd et plus il vous en est reconnaissant. Donc voilà pour répondre à la question. J'espère que ça répond à la question. Alors, Valérie, alors, il manque le lien, donc je viens de vous le mettre dans le chat si vous voulez aller voir le programme de formation. Je viens de vous rajouter le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à consulter. Il y a tout le programme qui est détaillé pour cette formation dédiée aux consultants, aux freelances. On avait une autre question. Est-ce qu'il y a des différences entre les freelances et les consultants? Ben, pour moi, non. En tout cas, d'un point de vue ce qui compte, c'est le point de vue du client, à vrai dire. Qu'il y ait une différence juridique, statutaire, bon, bah, c'est possible. Genre, je ne suis pas spécialiste, hein. Mais ce qui est certain, c'est que du point de vue du client, un consultant ou un freelance consultant, un freelance, c'est quelqu'un qui vient avec une compétence et avec lequel vous travaillez. Donc, si vous avez une structure juridique qui vous permet de facturer, vu du client, c'est à peu près la même chose. Alors, une autre question, est-il préférable d'avoir un agenda papier en plus de Calendly, par exemple? Ça dépend de qui vous êtes. Il y a des gens qui adorent les agendas papier, d'abord parce qu'ils trouvent que l'objet est beau, j'en fais partie. Et je trouve l'objet beau d'ailleurs, je l'utilise pas. Moi, je suis plutôt agenda électronique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un agenda et que l'agenda, c'est un peu l'outil principal de votre organisation. C'est-à-dire que dans votre agenda, vous allez trouver ce que j'ai tout à l'heure, hein, tous les rendez-vous clients, bien entendu, et aussi vos rendez-vous personnels parce que vous avez une vie en plus d'être freelance. Et puis, vous allez trouver toutes les tâches que vous êtes assignées pour chaque journée en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. D'ailleurs, petit conseil à propos de assignation des tâches, enfin définition des tâches, quand vous terminez une journée, demandez-vous quelles seront vos tâches de la journée suivante et en particulier par quelle tâche vous allez commencer le lendemain. Ça évite de se poser trop de questions et de perdre du temps le lendemain matin. Une autre Voilà. question d'Héloïse. Je me forme dans le développement et intégration web. Est-ce que ça pourrait être utile d'être sur les réseaux sociaux ou est-ce que cela n'aiderait pas dans le développement de mon activité? Ah bah, oui, enfin, si tu nous as entendu, tu as deux solutions, en effet. Alors, je pense que ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es sur un sujet qui est porteur. En effet, tu as t'as choisi les bons sujets. Je pense qu'il y a de la demande. Donc, peut-être que ça suffirait d'être sur les plateformes parce que ton attractivité sera forte, parce que cette compétence est beaucoup demandée. Mais bon, moi, je pars du principe que qui peut le plus peut le moins. Et puis, j'aime bien construire ma propre approche. Savoir être spécifique vis-à-vis des clients, parce que quand je m'en remets au travail de quelqu'un d'autre, quelle que soit la plateforme, eh ben, c'est la logique de l'autre, c'est le sens du service de l'autre. Et moi, j'aime bien proposer à mes clients un environnement complètement dédié et répondre spécifiquement à des attentes. Et pour ça, j'aime bien être sur les réseaux sociaux si je suis entrepreneur pour promouvoir mon activité. Pouvez-vous me redonner le nom de la plateforme Crème de la crème? Je n'ai pas saisi le nom. C'est Merci. crème de la crème. Je crois que C'est le nom? Oui, je crois que c'est c'est ça, hein? c'est le nom. Pour Ouais. info, j'ai vu récemment sur le site de Créactif ou sur la. Non, peut-être c'était. Bah, peut être sur les deux. En tout cas, je l'ai vu sur une publication LinkedIn, ce qui prouve que Créactif fait bien son boulot. Un post sur justement cinq plateformes. Parmi les plateformes, il y avait Up, il y avait Malte, il y avait Fiverr. Et je crois que les deux autres, c'était Consultport et la crème de la crème. Et ça donnait pour chacune des plateformes les avantages, les inconvénients. En gros, les caractéristiques, à dire. Voilà. La Il y crème a... de la crème, ça s'appelle. Et ouais. Consulte Porte, c'est une plateforme qui permet à des consultants qui ont de l'expérience d'être sélectionnés. Mais il faut être sélectionné. C'est réellement ça. Il y a un entretien. En gros, ils veulent des consultants expérimentés qui ont de la valeur. Et donc, ils ont un outil de casting. Enfin, en tout cas, ils castent. Et ils n'acceptent sur leur plateforme que les consultants qui ont montré patte blanche. Donc, ça peut être intéressant pour les consultants qui ont le plus d'expérience. Virginie qui nous demande est-ce que tu as des conseils, enfin une suggestion pour la répartition de son temps entre toutes les activités d'un entrepreneur au départ? Alors ça, depuis ce matin, Ouais, c'est que ça, ouais, j'en entre ai. création de sites, réseaux sociaux, études de marché, formation, prospection. J'en ai, ça tombe bien, j'ai quelque chose. En fait, on me pose souvent la question. Bah, en fait, c'est pas qu'on me pose la question, c'est qu'on me dit souvent, quand je suis en formation, quand j'accompagne un créateur, il me dit, ouais, mais attends, ça va prendre un temps fou tout ça.
Ouais, c'est vrai, ça va prendre plus de temps que si je fais n'importe quoi. Mais si je fais n'importe quoi, je n'aurai pas de résultat non plus. Donc, il vaut mieux passer un peu plus de temps et avoir des résultats que passer un peu moins de temps et pas avoir de résultats. Et combien de temps ça doit vous prendre? Les statistiques disent qu'une entreprise, alors ce n'est pas forcément vrai pour un consultant, mais pour une entreprise, le temps consacré à la vente, c'est à peu près 40%. Le temps consacré à la gestion, à l'administration, c'est 10%, et le temps consacré à la prod, c'est 50%. Ceci dit, chez les freelances, il y a des freelances qui travaillent 218 jours par an, c'est-à-dire comme des salariés. Donc, ça dépend beaucoup de votre environnement, de la valeur de votre offre. Est-ce que c'est une offre qui est utilisée très couramment pour des périodes longues ou c'est une offre utilisée de manière très ponctuelle? Moi, je pense que la vérité, c'est sûrement quelque part il faut consacrer entre 20 et 40% en effet pour un freelance de son temps à la vente au sens large. Quand je parle de vente, je parle d'aller voir les clients, de répondre aux appels d'offres, d'alimenter son site web, d'alimenter ses réseaux sociaux, voilà, de concevoir ses offres. Ça, c'est la vente et ça doit représenter entre 20 et 40% de votre temps. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est entre 1 et 2 journées par semaine. Et dernière question, comparaison, c'est quoi la différence entre un freelance et portage salarial? Alors là, c'est vraiment différent et je connais la différence. Un freelance, il a la capacité à facturer ses clients. Quelqu'un qui décide de faire du portage salarial, il ne peut pas facturer ses clients parce qu'il n'est pas une entreprise. Donc, il va s'appuyer sur une entreprise qui, elle, va facturer ses clients et qui va lui faire une fiche de paye. C'est-à-dire qu'en gros, il a 100 à facturer à un client. Elle va facturer les 100 au client. Elle va garder une marge pour elle, à peu près 10%, 10-15%. Et puis le reste, elle va le convertir en un salaire, c'est-à-dire elle va faire une fiche de paye et utiliser cet argent pour payer le salaire, les charges sociales et les charges patronales. Et donc, en gros, ça revient à un assimilé salarié, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez les mêmes charges qu'un salarié, donc entre 45 et 50, entre 40 et 50%, 40 et 45% de votre revenu qui sera en charge et 10% qui sera pour le porteur salarial. Je ne sais pas si ça a été clair, Juliette. Si, très clair. Non, Merci. merci beaucoup et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là, donc Ouais, je comprends. voilà. Je vous ai mis le petit article de blog dans le chat où il y a les 5 meilleures plateformes pour trouver de nouveaux clients quand vous êtes consultant freelance. Quelle Donc, réactivité. n'hésitez pas. Ah, c'est une cliente qui me l'a envoyé directement. Alors, voilà, n'hésitez pas à les regarder. Et puis, voilà, on va devoir clôturer parce qu'il y a une nouvelle table ronde qui va débuter dans 2 minutes. Voilà, donc merci beaucoup Fabien pour ta présentation. C'était Merci à toi, Juliette. très enrichissant. Et puis si ça vous a plu, bah, on espère que vous nous retrouverez en formation, créer son activité de consultant indépendant. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le programme de la formation qui est dans le chat et aussi à prendre rendez-vous. Il y a encore quelques petits créneaux, donc profitez-en. Et sinon, moi je vous retrouve dans 2 minutes sur la table ronde avec les fondateurs de Columbus Café, Émilie Spilot et June. Donc, il y a un beau programme qui vous attend et la thématique, ça sera comment passer votre chiffre d'affaires de 0 à 1 million d'euros. Donc, plein de promesses. Voilà. Promesse. Peut-être à Allez, bientôt en formation et merci de m'avoir écouté. À merci bientôt. beaucoup. Au revoir.